commençons ce voyage par l'aventure la plus essentielle, celle de la naissance de la vie, avec pour guide le professeur René Friedman, gynécologue accoucheur de l'hôpital Antoine Béclair à Paris. Il y a toujours eu un rituel autour de la naissance, et ça, quelle que soit la civilisation. Et ça a toujours été riche de croyances, de gestes particuliers qui étaient chargés d'une espèce d'appel au sacré. On aurait pu croire qu'avec les connaissances, avec les mécanismes de la reproduction qui sont maintenant connus, on va échapper à ce rituel, à ce sacré. Et on s'aperçoit que si on a moins de croyances, comme par exemple le placenta qui avait une certaine valeur, des choses comme ça, il reste la magie. C'est-à-dire que même pour des professionnels, lorsqu'il s'est passé une relation intense entre la mère, le père et ceux qui assistent à l'accouchement, ça reste d'une très très forte émotion. Parce que je crois que c'est irrationnel, je crois que ça nous dépasse, et que entre ce que l'on peut savoir d'une rencontre d'un spermatozoïde et d'une cellule, et puis d'un seul coup, cet être vivant qui bouge, et qui est le fruit de tant de passion et d'espoir, il y a quelque chose qui reste du domaine de l'incompréhensible, et je crois que c'est ça, en même temps, le domaine du merveilleux. Au temps où seuls les microbes occupaient la surface terrestre, la reproduction n'était pas un souci. Une cellule se divisait et donnait 2 cellules filles identiques entre elles et identiques à leur mère. La perpétuation de l'espèce était assurée, et c'était bien ainsi. Mais l'ennui, dit-on, naquit un jour de l'uniformité. On ne saura sans doute jamais très bien pourquoi, quand, ni comment, l'évolution imagina un jour de compliquer le procédé. La sexualité était née. Elle allait permettre à l'évolution de prendre son essor, créant des individus différents de leurs parents et donnant à leur tour, en se combinant 2 à 2, des enfants différents, des spécimens uniques qui perpétuent pourtant les caractéristiques de leur famille, de leur espèce. Mais la reproduction sexuée est aussi un phénomène beaucoup plus lent et beaucoup plus exigeant que la simple division asexuée. Chez l'homme, l'aventure dure 9 mois si l'on ne considère que la reproduction dans son sens le plus strict. Mais elle dure toute une vie si l'on prend en compte toute l'émotion, tous les sentiments, toute la relation affective qui se tisse autour de l'événement qu'est la venue de l'enfant. Nous naissons tous, comme tous les animaux, de la rencontre d'un élément mâle, le spermatozoïde, et d'un élément femelle, l'ovule. Tous les ovules féminins se trouvent dans les ovaires, et ceci dès avant la naissance. La femme naît avec tous les ovules qu'elle pourra produire pendant toute sa vie. Elle en a même bien plus que ça, elle en a plus d'1 million à la naissance. Mais déjà, à la puberté, il n'en reste que quelques dizaines ou centaines de milliers. Parmi ceux-là, beaucoup vont dégénérer. Seuls 400 à 500 vont être utilisés entre la puberté et la ménopause. Dans l'ovaire, cependant, les ovules ne sont pas complètement mûrs. Ils sont tous bloqués à un stade incomplet de leur développement. Et la dernière étape de maturation vers l'ovule mûr, fécondable, ne se fait chaque mois que dans une cellule à la fois. C'est le rythme menstruel de la femme qui culmine au 14e jour du cycle par l'ovulation, la libération d'une cellule prête à être fécondée. Tous les êtres vivants suivent ainsi des rythmes qui commandent à la procréation. Ils s'unissent et se fécondent à des périodes bien déterminées. Ces coraux, par exemple, au large des côtes australiennes, ils sont formés d'une colonie de dizaines de milliers d'organismes. Et pourtant, tous libèrent leurs œufs dans l'eau de mer en même temps, comme s'ils ne formaient qu'un seul corps. Chaque femme, heureusement, a son propre rythme, bien à elle. Mais sa durée, en moyenne de 28 jours, est une constante propre à l'espèce.
Voici un ovaire qui s'apprête à libérer l'ovule mûr. C'est ce qu'on appelle l'ovulation, et ce que vous allez voir est exceptionnel, car cet instant fugace n'a que rarement pu être filmé. En fait, l'ovule ne sort pas seul. Il est entouré d'un nuage de cellules et de mucosités qui proviennent du même follicule de maturation que lui. C'est dans ce magma que se trouve l'ovule. Il mesure 1/10 de millimètre et se trouve dans son follicule comme un pépin dans un grain de raisin. Pour mieux voir, reprenons le processus au ralenti. Cette grosse forme ronde, c'est l'ovule. Ces quelques instants de liberté ne durent pas bien longtemps. L'ovule est aussitôt capté par les franges de la trompe utérine pour commencer sa progression vers l'utérus. Il est propulsé par le courant créé par les cils de la trompe qui s'agitent en rythme comme les rames d'un bateau. En plus, la trompe elle-même se contracte pour faire avancer son précieux contenu. Ces images remarquables représentent un tour de force technique réussi par les scientifiques suédois et japonais qui nous offrent ces images inédites du voyage de l'ovule comme on n'aurait pas imaginé pouvoir les observer. Ce périple dure plusieurs heures, mais il peut se produire à mi-chemin une bien merveilleuse chose, la fécondation. C'est en général ici que cela se passe, dans cette zone élargie de la trompe qu'on appelle l'ampoule. L'ovule est en fait une très grosse cellule pleine de réserves nutritives suffisantes pour assurer, en cas de fécondation, les premiers besoins de l'embryon qui commence aussitôt à se développer. Tout autour se trouve une couronne de cellules satellites qui lui apportent des éléments nutritifs supplémentaires et qui se chargent d'évacuer ses déchets. C'est donc bien toute une cour qui se déplace ainsi avec la reine des cellules. On s'interroge aussi sur le rôle exact que jouent les cils de la trompe utérine. Il n'est pas exclu qu'en dehors de leur action purement mécanique de transport, ils communiquent avec l'ovule pour échanger avec lui des informations. De toute façon, il est évident que la nature entoure l'ovule de beaucoup d'attention. Tout autour de lui s'active à le véhiculer, le protéger, le nourrir, le soutenir. Voici, saisies par la caméra sous microscope, les cellules entourant l'ovule et échangeant avec lui de la nourriture par leurs extensions. Si par contre, aucun spermatozoïde ne vient à la rencontre de l'ovule, celui-ci se désintègre avant d'arriver dans l'utérus. Après 24 heures, il est condamné et après 72 heures, il a disparu. Dans l'espèce humaine, la sexualité a acquis une dimension de plus que celle d'une simple reproduction, qui est celle de l'amour, des sentiments. À quoi s'ajoute une autre caractéristique, celle de pouvoir pratiquer cet acte d'amour pour le plaisir, sans nécessairement avoir pour but de perpétuer l'espèce. L'éjaculation, pour le biologiste,
C'est le signal de départ d'un gigantesque marathon qui se déroule dans les voies génitales de la femme. 300 à 500 millions de participants. Un parcours fléché par un instinct infaillible, une arrivée incertaine, un trophée ô combien convoité, l'ovule. Alors que la femme naît avec tout son potentiel de reproduction dans ses ovaires, l'homme fabrique au fur et à mesure les cellules sexuelles dont il a besoin. De la puberté jusqu'à la mort, les testicules masculins produisent chaque jour plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes. Si l'ovule est éphémère, le spermatozoïde, lui, peut survivre 2 ou 3 jours dans la muqueuse qui tapisse l'utérus sans que cela n'altère ses capacités de fécondation. Ce sont des petites cellules animées d'une énergie étonnante. Il ne leur faut que quelques minutes pour franchir le col de l'utérus, guidées par les sécrétions féminines qui les attirent. Par la suite, on connaît moins bien le temps exact qu'ils prennent pour parvenir au terme du voyage, mais de toute façon, et malheureusement sans doute pour l'émotion du moment, la fécondation n'a pas lieu instantanément, comme beaucoup aimeraient le croire. Les spermatozoïdes effectuent toutes leurs courses sans ravitaillement. Ils ne peuvent compter que sur leurs propres ressources, forcément peu importantes vu leur petite taille. Les plus faibles sont vite largués, les autres poursuivent leur avance en rang serré. Voici comment l'ordinateur imagine le spermatozoïde. Sa grosse tête, armée d'un robuste casque, contient le noyau, c'est-à-dire ses 23 chromosomes qui représentent son seul bagage, l'information génétique venant du père. Ces anneaux, ce sont les éléments qui fournissent de l'énergie pour alimenter les mouvements de la queue, son moyen de locomotion. Revenons à nos marathoniens sous le microscope. Des 300 à 500 millions du départ, ils ne sont plus que quelques dizaines de mille qui se dirigent d'un seul mouvement vers la trompe utérine où les attend l'ovule. Voici l'entrée de la trompe, tout en haut de l'utérus. C'est la dernière ligne droite pour nos athlètes, le sprint final. Dans la trompe, un obstacle supplémentaire les attend, la vibration des cils qui crée un courant contraire qu'ils doivent arriver à remonter pour atteindre leur objectif. Encore une fois, on doit s'émerveiller de tant de ténacité chez cette petite cellule perdue dans l'obscurité des organes féminins, mais qui continue vaillamment, menée par qui, par quoi? Heureusement, la trompe utérine elle-même leur vient en aide, se contracte et les fait progresser. Ces contractions sont à leur apogée au moment de l'ovulation, ce qui tombe bien. On pense aussi que le sperme contient des substances qui favorisent ces contractions. Maintenant, l'ovule est là. La ligne d'arrivée est en vue. Il n'y a plus que quelques centaines de spermatozoïdes en course. Tous les autres ont abandonné et ont été détruits par les globules blancs dans le camion-balai. En s'approchant, les coureurs jouent leur dernière carte. Ils répandent des enzymes qui les aident à se frayer un passage entre les cellules de la couronne de l'ovaire. Puis, épreuve ultime, ils doivent montrer patte blanche, donner le mot de passe antigénique, prouvant qu'ils appartiennent bien à la même espèce. Le moment de la fécondation est enfin arrivé, et dès qu'un seul spermatozoïde a franchi la membrane de l'ovule, celle-ci s'opacifie, bloquant l'entrée à tout autre candidat. Tout se passe alors dans l'intimité de la grosse cellule devenue œuf.
La fécondation proprement dite, c'est cette fusion des deux noyaux de 23 chromosomes, celui du père et celui de la mère, pour former le premier noyau de la première cellule du nouvel individu qui vient d'être créé. Dès ce moment, tout est joué en ce qui concerne l'hérédité. Nous sommes tous nés de la création de cette cellule unique qui contient l'extraordinaire promesse de tout ce que nous allons devenir. Tandis que s'amorce le début de cette nouvelle histoire, les autres spermatozoïdes vivent leurs derniers instants. Ce ne sont pas des perdants. On sait à présent que leur présence était nécessaire pour ouvrir les dernières barrières entourant l'ovule. Disons que c'était un travail d'équipe, mais qu'un seul profite pleinement de la victoire. Heures après la fécondation, l'œuf commence sa division. L'embryon amorce sa formation. À 40 heures, il est au stade de 4 cellules. À 50 heures, au stade de 8 cellules. La division, ensuite, va s'accélérer constamment. En même temps, l'embryon se déplace lentement dans la trompe en direction de l'utérus. Trois jours après la fécondation, l'embryon ressemble à une petite mûre. On l'appelle morula. C'est alors qu'il passe de la trompe dans l'utérus. Déjà, c'est un petit organisme, c'est-à-dire qu'il existe des échanges entre les cellules qui le composent. Ces cellules commencent à avoir des activités propres, distinctes les unes des autres. Vers le 6e jour, l'embryon cesse d'être libre. Il creuse son nid dans la paroi de l'utérus. C'est là qu'il passera les 9 mois à venir. La muqueuse utérine, de son côté, s'est faite douce, épaisse et spongieuse pour accueillir l'embryon. On va alors assister à un des phénomènes les plus fantastiques jamais vus. La création, à partir de quelques cellules indifférenciées, d'un être humain entier. Alors en fait, un embryon, lorsqu'il vient de se constituer, a une taille de 1/10 de millimètre. Et au bout de 24 heures, il va avoir 2 ou 4 cellules. On peut se demander comment, à partir de ces 2 ou 4 cellules, on va avoir des organes qui vont se développer. Alors tout d'abord, il y a un phénomène assez extraordinaire. Chez chacune de ces cellules a, au tout début, toutes les potentialités d'un être humain. Et c'est pour ça qu'à partir d'une cellule de 1/10 de millimètre, on peut avoir des jumeaux, même des triplés. Et puis, au fur et à mesure que l'embryon se développe, s'implante, il va perdre cette grande possibilité. C'est-à-dire que progressivement, il va se différencier. Chacune de ces cellules va prendre une orientation et va constituer différents organes. Il y en a 3. Il y a 3 voies essentielles qui vont constituer l'ensemble des tissus qui nous constituent. Et par exemple, le cœur, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le cœur, à 6 semaines, c'est-à-dire que c'est quand même très très peu, à 6 semaines, il est déjà fonctionnel, on a déjà les battements cardiaques qu'on peut voir à l'échographie et qu'on pourrait même entendre si on avait une sonde ultrasensible. Donc la circulation est déjà établie, le cœur est en mouvement et envoie déjà ces cellules déjà dans tout l'organisme. Alors on voit les 4 cavités, ventricule, ventricule, oreillette, oreillette. On voit bien la séparation en 4 de ce cœur qui bat très régulièrement. C'est aussi à partir des quelques cellules primitives que vont se former le placenta et toutes les enveloppes de l'embryon. C'est là, bien à l'intérieur de son sac amniotique, qu'il va se développer. Une première étape fondamentale est la naissance de cette ligne primitive,
qui va servir d'axe central, d'axe de symétrie pour le développement et qui est en fait l'ébauche de la colonne vertébrale. Elle commence à apparaître vers le 15e jour. Voici comment se forme cette ligne primitive sur un embryon de poulet. Autour de cette ligne vont s'organiser des migrations de cellules en tous sens, d'arrière en avant, du centre vers les côtés, mais tout cela de façon extraordinairement précise, prédéterminée, et on se demande bien comment. Au fur et à mesure de leur migration, les cellules vont acquérir des fonctions spécifiques, devenir ébauches d'organes, puis organes pleinement fonctionnels. Les mécanismes de cette différenciation restent un des plus grands mystères de notre médecine. Le programme que suivent ces cellules semble en partie prédéterminé, en partie lié aux modifications de l'entourage des autres cellules. Ce phénomène extrêmement complexe cache probablement la clé de bien des choses encore mal comprises par les scientifiques, y compris le déclenchement de maladies comme le cancer. On a cherché à comprendre le phénomène chez des êtres simples, comme l'étoile de mer. Voici des larves d'étoiles de mer. La cavité centrale forme leur tube digestif. Il a été marqué d'un colorant fluorescent. On a alors séparé toutes les cellules de la larve et on les a mises en suspension dans un liquide approprié. On peut dès lors reconnaître les cellules provenant du tube digestif parce qu'elles brillent dans le liquide. Si on observe leur comportement, on constate qu'après une dizaine d'heures, elles commencent à se regrouper et à ébaucher une forme que l'on devine déjà. Et au bout de 90 heures, cette forme est reconnaissable. Les cellules ont repris la configuration du tube digestif dont elles dérivent. Il y a donc quelque chose qui fait que ces cellules savent que leur destinée est de former un tube digestif. Mais revenons à l'embryon humain. Tout va très vite pour lui. Regardez bien. Ces images sont émouvantes. Elles montrent le cœur d'un embryon qui commence à battre. Nous sommes au 20e jour après la fécondation. Le corps ne mesure encore que 2 mm. En même temps, l'embryon produit les premières cellules du sang. Le sens de la circulation n'est pas encore bien établi. Mais dès la semaine suivante, tout s'installe. Le cœur commence à remplir son rôle et l'on reconnaît les globules rouges du sang qui circulent à présent normalement. Le réseau des artères et des veines se met en place. Le développement du corps se fait petit à petit. Pendant les premières semaines de son existence, l'embryon grandit d'environ 1 mm par semaine. À 4 semaines, les bras commencent à apparaître, suivis des mains. Là encore, le mystère reste grand. Comment l'organisme sait-il que le doigt a fini de pousser ? On pense que des signaux circulent dans les cellules en division pour dire à un moment donné que ça y est, que ça suffit comme ça. Il est probable également que les premières cellules nerveuses qui apparaissent dès le 10e jour interagissent pour guider l'organisation de l'être qui se forme ainsi. À 6 semaines, le corps a 13 mm de long. À 7 semaines, il mesure 18 mm.
Le cerveau est l'organe qui caractérise avant tout l'homme. Mais ce cerveau n'est que l'aboutissement d'une évolution qui a conduit jusqu'à l'homme, en passant par beaucoup d'espèces animales. Au cours de la vie intra-utérine, le cerveau du petit homme repasse à travers tous les stades de l'évolution de notre espèce. Voici un cerveau humain au 5e mois de la gestation. Il ressemble à celui du singe macaque. Plus tard, peu avant la naissance, le cerveau ressemble à celui du chimpanzé ou du gorille. Nous partageons en effet avec nos cousins les grands singes plus de 99% de notre hérédité, signe que nous ne sommes pas une exception dans le monde animal, mais bien le fruit d'une longue évolution. Dès la 8e semaine, le fœtus humain présente toutes les caractéristiques de ce que sera l'enfant qui va naître. Le squelette est apparu, les organes vitaux sont en place. À l'université de Kyoto, au Japon, le professeur Takeshi a découvert l'une des substances qui joue probablement un rôle décisif dans la formation du corps humain. Il l'a appelée cadérine. C'est une de ces substances qui font que les cellules et les tissus s'organisent pour former les organes de notre corps. L'un des éléments essentiels de cette organisation, c'est la détermination du sexe de l'enfant qui va naître. Cette cellule qui traverse le champ du microscope, c'est une cellule germinale, l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard spermatozoïde ou ovule. Elle est en route vers la zone où va se former le testicule ou l'ovaire, là où elle va prendre ses fonctions. Bien que le sexe génétique soit déterminé dès l'instant de la fécondation, il n'y a aucun signe extérieur du sexe de l'enfant avant la 7e semaine, période où les organes sexuels acquièrent leur caractère masculin ou féminin. Il semble bien que le sexe primitif soit le sexe féminin. Ce n'est qu'en présence d'un chromosome Y, le chromosome mâle, que les organes sexuels primitifs se différencient en testicules. Chez la future petite fille, les cellules germinales se transforment en ovocytes qui deviendront plus tard des ovules, un par cycle menstruel. Chez le futur petit garçon, les organes génitaux externes ont pris forme vers le 3e mois, mais les testicules ne commencent à descendre qu'à partir du 7e mois. Les cellules germinales du petit garçon s'installent confortablement dans les testicules pendant la période fœtale, mais elles ne commenceront à former des spermatozoïdes qu'à l'approche de la puberté. C'est aussi ici qu'est fabriqué le sperme, le liquide qui véhicule les spermatozoïdes dans ces sortes de tubules. Le sperme est lui aussi très important pour la fertilité. C'est lui qui fournira aux spermatozoïdes leur énergie. C'est le liquide organique le plus chargé en sels minéraux, en sucre et en vitamines. Les spermatozoïdes et les ovules ont une particularité qui les distingue de toutes les autres cellules du corps. Ils n'ont que la moitié des chromosomes, c'est-à-dire 23 au lieu des 46 caractéristiques de toutes les cellules humaines. C'est pour cela que lors de la fécondation, leurs deux noyaux peuvent fusionner, mélanger leur matériel génétique et donner quand même une cellule unique qui repartira du bon pied avec les 46 chromosomes réglementaires. Cette astucieuse division par deux est la condition sine qua non de toute reproduction sexuée. Elle fait partie de la maturation des cellules sexuelles, c'est même une étape fondamentale de leur développement. Cette division particulière, qui ne se fait que dans les cellules germinales, s'appelle la méiose.
chaque cellule, chacune de nos cellules possède 46 chromosomes. Alors, s'il y a une rencontre entre un homme et une femme, et s'il y avait 46 plus 46, si deux cellules se mélangeaient, on aurait un être anormal. Il faut qu'on arrive à 46 chromosomes. Pour ça, le spermatozoïde d'un côté, l'ovule de l'autre, vont chacun, avant leur rencontre, se débarrasser chacun de 23 chromosomes. C'est ce qu'on appelle la méiose. C'est-à-dire qu'on va réduire, chacune de ces cellules va réduire le nombre de ces chromosomes, de telle sorte qu'au moment de la rencontre, 23 plus 23, ça fasse bien 46. À ce moment-là, se constitue un être humain unique. Parce que chacun de ces chromosomes, il faut les concevoir, imaginez un collier de perles. Chacun de ces chromosomes, et chacune de ces perles, c'est un gène. Et donc, il faut qu'il y ait la rencontre, si vous voulez, de tous ces colliers qui vont se mettre l'un en face de l'autre parce qu'ils ont des attaches extrêmement précises et on ne peut pas les décaler. Et c'est à partir du moment où ces attaches sont bien constituées que le mécanisme de la différenciation, que le mécanisme du développement se met en route et qu'on aura un être humain tout à fait unique parce que personne n'aura exactement les mêmes perles à son collier. Voyons en détail comment se passe cette méiose. Voici une paire de chromosomes dans une cellule germinale sur le point de se diviser. L'un a été donné par le père de l'individu, l'autre par sa mère. À première vue, la manière la plus simple de réduire le nombre de chromosomes serait que chacun des deux s'en aille vers une des cellules filles. Mais l'ovule ou le spermatozoïde résultant n'aurait alors que les caractéristiques du père ou de la mère. Donc, il s'agit de brasser tous les gènes de ces deux chromosomes, de bien tout mélanger, puis de reformer deux chromosomes originaux, inédits, qui vont enfin se diviser. C'est ce processus, à première vue un peu tiré par les cheveux, qui nous assure que nous sommes bel et bien chacun unique, mis à part le cas de jumeaux vrais, nés du même œuf. Cela explique aussi que l'enfant hérite parfois de l'une ou l'autre caractéristique que n'avait ni son père ni sa mère, mais qui provient de l'un de ses grands-parents et qui est restée dormante dans les gènes de ses parents. On voit des mouvements de déglutition avec des mouvements de la langue. Vous voyez là un petit peu? Il n'est pas strictement de profil, il nous tourne un petit peu le dos, c'est difficile. Mais hein, on le voit, on voit la pointe de son nez. Et puis il a un mouvement de main qui est extraordinaire. Il y a encore peu de temps, on ne connaissait pas le fœtus. On ne le connaissait pas en tant que potentialité humaine, en tant que source de relation avec la mère, et qu'il y a un échange, qu'il existe un échange entre lui et sa mère. On sait maintenant que le fœtus entend, et ceci dès la fin du 6e mois. On sait qu'il voit, on sait qu'il a déjà le sens du goût, et donc toutes ces notions sont très importantes, parce qu'à partir de là, la façon dont va vivre la mère peut retentir sur le fœtus. Il se crée donc déjà une communication entre la mère, parfois le père, et le fœtus in utero. Avant la naissance, la communication, le sentiment maternel ou le sentiment paternel commence déjà à éclore, parfois même très tôt, parfois un peu plus tard, mais il se passe quelque chose incontestablement. Et on a maintenant des preuves physiologiques de ce développement. C'est plus uniquement des simples croyances. On sait qu'il devient un être sensible et qu'il reçoit des informations et qu'il va émettre des informations. Et c'est une forme de sensibilité. Voilà ces petites jambes qui se croisent. Un petit pied. Hop là. Deux petits pieds. Le bout de sa colonne vertébrale. Son sacrum. On suit bien toute sa colonne vertébrale. Bon.
Et oui, il a le hockey en plus, alors c'est un enfant dynamique. Et il est en train de téter un doigt. On les voit pas souvent faire, mais hop là. Probablement, hein. Et puis il a un mouvement de main qui est extraordinaire. Hop là, et avec l'extension de ses doigts. L'organe essentiel de la liaison entre la mère et l'enfant, c'est le placenta. C'est un organe mixte, élaboré ensemble par l'utérus de la mère et par les cellules de l'embryon dès les premiers jours qui suivent la fécondation. Le placenta permet tout à la fois au fœtus de respirer, de se nourrir, d'éliminer ses déchets, de se protéger contre les infections et de sécréter les hormones nécessaires au bon déroulement de la grossesse. Tous ces échanges se font par le sang, même si à aucun moment le sang de la mère et de l'enfant ne sont en contact direct. Du côté du fœtus, un gros vaisseau sanguin va vers le placenta où il se ramifie pour former un fin réseau de petits vaisseaux capillaires. Ces capillaires se terminent en touffes de villosité qui nagent dans de petites logettes où passe le sang de la mère avec un débit de 600 ml par minute. C'est à travers la fine membrane de ces villosités que se font les échanges, molécule par molécule, bulle par bulle. Certains anticorps peuvent même traverser cette barrière pour permettre au fœtus qui n'en fabrique pas encore de se protéger contre certaines infections. Par contre, les virus peuvent aussi traverser la barrière, de même que certains produits toxiques, le tabac ou l'alcool. Le fœtus reste donc vulnérable malgré son cocon douillet et la santé de la mère a nécessairement des répercussions sur l'enfant qu'elle porte. Encore une question. Pourquoi, après 270 jours, l'enfant ou la mère savent-ils que le moment est venu de mettre fin à cette merveilleuse symbiose? Cela aussi s'est inscrit au plus profond des tablettes secrètes de notre espèce. Mais comment? Pourquoi ce déclenchement? On ne le sait pas encore. Il était une fois un ovule, une princesse bien seule qui attendait son prince charmant. Il était une fois un spermatozoïde. Un beau jour, ils se rencontrèrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nous voici arrivés au terme de ce premier voyage. Même s'il garde encore beaucoup de mystères, nous en avons tout de même éclairci quelques-uns ces dernières années. L'enfant qui vient au monde aujourd'hui n'est plus un inconnu. Avant de le voir, de le toucher vraiment, on sait comment il est fait, on l'a déjà observé, écouté. On lui a déjà parlé, on l'a cajolé. On connaît souvent son sexe, on devine son poids, parfois même on l'a déjà soigné, opéré, transfusé.
pourtant, rien ne remplacera jamais ce premier moment, ce premier cri, ce premier toucher. Il est là, tout nouveau, tout innocent, et c'est une nouvelle histoire qui commence. Lorsqu'on parle de naissance, on dit c'est un grand mystère. Et pour nous qui sommes un peu plus impliqués dans le processus même de la naissance, c'est une succession de mystères. Chaque étape, on a cru que l'on allait un peu plus loin, que l'on comprenait quelque chose, et on s'aperçoit qu'on repousse les domaines de la connaissance. Par exemple, lorsque le spermatozoïde va pénétrer dans l'ovule, on sait qu'il y a une espèce de barrière qui empêche tout autre spermatozoïde de pénétrer. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'œuf est constitué, il va s'implanter ou ne pas s'implanter? Qu'il va être rejeté ou pas rejeté? Qu'est-ce qui fait que, alors que l'embryon se développe, il va avoir une circulation qui va rentrer en connexion avec sa mère et donner un enfant de 4 kilos ou bien donner un enfant de 2 kilos? Qu'est-ce qui fait qu'il y aura des jumeaux, des vrais jumeaux ou des faux jumeaux? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'il y a l'accouchement? Qu'est-ce qui détermine le moment de l'accouchement? C'est encore quelque chose en médecine, par exemple, qu'on ne sait absolument pas maîtriser. Peut-être tant mieux d'ailleurs. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui provoque l'accouchement. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le fœtus? On ne sait pas. Donc, en fin de compte, dans ce domaine aussi vieux que le monde humain existe, c'est sûr, eh bien, on s'aperçoit que l'on est encore très modeste et qu'il faut rester encore très modeste, non seulement sur les phénomènes que l'on décrit, que l'on apprend à connaître, mais aussi sur les phénomènes où il y a beaucoup plus d'émotions. C'est-à-dire, est-ce que l'attitude de la mère va influencer sur le devenir du bébé? Est-ce que les conditions de la naissance vont retentir plus tard sur les conditions de l'homme? Est-ce que les liens affectifs qui se nouent avant la naissance, au moment de la naissance, après la naissance, sont importants et de quelle façon ils passent? De quelle façon sont-ils véhiculés? Toutes ces questions, pour nous, qui sommes des scientifiques, restent entièrement posées. Et je crois que les années qui viennent, la décennie qui vient, nous permettra sans doute d'avancer, mais en gardant ce caractère du merveilleux, ce caractère totalement inattendu des découvertes qu'on est amené à faire. Malgré tous les mystères qui l'entourent encore, la naissance de la vie humaine est probablement la naissance que nous connaissons le mieux. Que dire en effet de la naissance de la vie tout court, sur cette terre dont nous ne sommes pas encore bien certains des origines? Que dire aussi de la vie ailleurs dans notre univers? Nos grandes antennes scrutent le silence de l'infini à la recherche d'un signe, d'un message, d'un indice. Serions-nous seuls dans l'univers? Sûrement pas, disent les astronomes. Pas sûr, rétorquent les biologistes. Pour eux, l'apparition de la vie fut un phénomène si surprenant, si improbable, qu'il n'est pas impossible qu'il ne se soit produit qu'une seule et unique fois. Qui a raison? Restons à l'écoute des autres mondes. Peut-être entendrons-nous un jour le message tant attendu.